Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Pas de second mandat pour la Canadienne Michaëlle Jean, une victoire rwandaise qui signe le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. C'était à l'issue d'un consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de la francophonie en Arménie. Mais une victoire controversée de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, pays accusé par plusieurs organisations de violation des droits de l'homme. Ces réticences sont-elles justifiées et quels sont les enjeux de cette nomination? C'est la question au cœur de notre premier débat. Nous parlerons également des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Cette occasion annonce du chef de l'État d'une amnistie en faveur de plusieurs dizaines de prisonniers, dont des opposants politiques. Alors, véritable signe d'ouverture du régime ou alors geste purement cosmétique? Je poserai la question à mes invités. Puis dans 30 minutes, gros plan sur la lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, près de 37 millions de personnes dans le monde vivent avec le virus. Nous verrons les avancées dans la prise en charge médicale et sur le regard aussi que porte la société sur les personnes séropositives. Voilà pour les titres. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Abdelkerim Yacoub Konongomi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. À mes côtés, Monsieur Marc Mvebe-Kale, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Et à mes côtés également, Monsieur Jean-François Kandikombe, bonsoir Jean-François. Bonsoir Zahra, très heureux de vous retrouver et nos téléspectateurs. Également, merci beaucoup Jean-François Kandikombe, notre éditorialiste. Et sans plus tarder, l'actualité politique. Élue pour un mandat de 4 ans, Louise Mushikiwabo devient la 4e secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle succède à Michaëlle Jean, décision annoncée il y a quelques heures à l'issue du 17e sommet de l'OIF à Erevan en Arménie, où plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Louise Mushikiwabo a 57 ans, elle est depuis 9 ans ministre des Affaires étrangères au Rwanda. Vinanodin, Graziella Chakonte. Les nouvelles étaient attendues, elle est désormais officielle. Louise Mushikiwabo a été désignée ce vendredi 12 octobre 2018 secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La désormais ancienne ministre rwandaise de l'Intérieur a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de l'institution à Erevan. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo a bénéficié de nombreux soutiens, dont celui de l'Union africaine et du président français Emmanuel Macron. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. Avec la nomination de Louise Mushikiwabo, l'Afrique reprend ses droits sur l'Organisation internationale de la francophonie. Le continent devrait d'ailleurs représenter 85% des francophones en 2050. Victoire donc rwandaise à la francophonie. Abdelkerim Yacoub Konongomi, on sait que cette nomination fait énormément débat. Est-ce que vous comprenez la controverse autour de cette nomination que certains estiment être contraire à la charte de l'OIF? Beaucoup d'incompréhension et de surprise. Personnellement, je suis très amer parce que la SG sortante a fait un travail formidable. Madame Jean a beaucoup travaillé. Et la deuxième surprise, c'est que le Rwanda n'a pas porté la francophonie comme il se doit. On a vu que même les cotisations annuelles, c'est en mai que le Rwanda a rattrapé ses arriérés.
Le Rwanda a changé la langue officielle et enseignante en anglais. On a vu qu'il y avait une défiance vraiment vis-à-vis de la francophonie. Maintenant, quand on essaie de comprendre sur le pourquoi de cela, personnellement, je vois que ça c'est à 3 niveaux. D'abord, au niveau africain. Les Africains, c'est ce qui s'est passé à Dakar, ils sont partis à des rangs dispersés, avec des candidatures dispersées, ont échoué. Donc je crois que les Africains ont réussi à avoir le consensus autour d'une personne. Donc c'est une victoire pour les Africains, comme a dit le professeur Capot tout à l'heure. Donc c'est une victoire des Africains qui sont vraiment réussi à faire consensus autour d'une personne. Au niveau de la France, c'est aussi incompréhensible, mais je vois que le président Emmanuel Macron voulait aussi utiliser la francophonie pour payer sa dette vis-à-vis du Rwanda, se réconcilier avec le Rwanda et essayer de ramener ces pays qui ont quitté la francophonie et permettre maintenant peut-être une ouverture. Et la chose qui est un peu plus bizarre, c'est que même le Canada, qui soutenait Madame Jean, s'est retiré. Donc on a entendu qu'en fait, il y a eu un deal entre la France et le Canada, en disant que la France va soutenir le Canada dans sa candidature au Conseil du Mandat. Donc finalement, la francophonie, c'est là où je dis que cette surprise ou cette déception, c'est que cette francophonie, avec ses valeurs démocratiques, de liberté, de défense et de la promotion de la langue française et toutes ces valeurs qui se tournent autour, est devenue, comme toutes les autres organisations, une organisation d'influence où il y a des tiraillements. Et le pire, c'est que le dernier, c'est que même l'Arabie Saoudite a voulu adhérer à la francophonie. Vous imaginez ce que la francophonie est devenue. On va en parler tout à l'heure. Marc Mvebe-Kale, est-ce que vous aussi, vous pensez que finalement, à travers cette nomination, il y a là un message assez brouillé, entre guillemets? Oui, absolument. Je crois que dans la plupart des organisations internationales, il y a toujours derrière des enjeux politiques et diplomatiques. Et vous l'avez tout à fait bien souligné, à savoir que la France, on le sait depuis un certain moment, il y a eu des manœuvres, n'est-ce pas, à travers déjà la visite de Kagame à Paris en mai 2018 de cette année. Et donc on savait pratiquement qu'il y avait des enjeux dans cette candidature, il y avait des enjeux diplomatiques assez forts, en lien bien sûr avec les accusations qui avaient été portées contre la France par rapport aux événements du Rwanda en 1994. Et il reste également que la secrétaire générale sortante, vous avez dit qu'elle a bien travaillé. Ça, c'est relativement, je veux dire, contestable. Alors, le Canada, par exemple, a dénoncé le montant de certaines rénovations, plus de 350 000 $. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du bilan, et je pense également que pour que les populations adhèrent à l'idéal francophone, que vous avez bien souligné, les droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'éducation, etc. Il faudrait qu'au moment de cette grande rencontre, qu'on ait plus ou moins le bilan des actions menées. Malheureusement, tout ce qu'on a eu, ce sont les controverses autour des candidatures, des controverses autour des dépenses engagées par Michaël Jean, etc. Oui, Jean-François? Moi, je suis tenté de dire que quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais pour revenir à l'essentiel, avant même de parler de la candidature, je voudrais rendre hommage à cette dame, à cette grande dame qu'est Michaël Jean, parce que même avant de recevoir son bilan, c'est une personne que j'ai eu l'occasion, comme tout le monde, de lire, d'écouter, et puis de rencontrer quand elle est passée à Bangui et quand elle est venue prononcer un très très grand discours à l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Et elle était porteuse de quelque chose qui n'était pas seulement de la francophonie, de quelque chose dans lequel elle croyait, parce que c'était aussi sa vie et c'était aussi, d'une certaine manière, elle l'avait en elle-même. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ces valeurs de liberté, de démocratie, de dignité, etc., elle les a vécues d'une certaine manière lorsqu'elle est partie de Haïti
pour venir, elle était réfugiée, elle a quitté un régime dictatorial, elle l'explique d'ailleurs très très bien, et c'est ce qui explique que cette dame avait une qualité particulière de portage d'une certaine manière de ces valeurs-là. Et elle a fait un travail, y compris un travail auprès de la jeunesse, et puis auprès sur le numérique, sur la modernité. Après, il y aura le bilan. Le bilan n'est pas le bilan de Michaël Jean. Le bilan, c'est le bilan d'une secrétaire générale qui a exécuté les lignes politiques qui ont été déterminées par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Et donc, c'est un bilan collectif. Et de ce point de vue-là, on reviendra sans doute dessus. Sur ce bilan, il est dommage, je partage votre avis, que ce bilan ne soit pas arrivé là. Maintenant, sur le reste. Sur le reste, je ne dirais pas mieux que mon ami Abdelkerim pour dire que c'est une prime à la défiance, ce qui vient de se passer. Lorsque on a décidé d'adopter comme politique une politique contre la langue française et contre l'État français, avec raison, avec ou pas raison. Ça, je ne discute pas cela. Le Rwanda avait sans doute des comptes à régler avec la France, mais il a pris cette décision-là de les régler en sortant de l'espace francophone. Et maintenant, il y revient aujourd'hui. Pour l'Afrique, je me réjouis comme tout le monde. Et surtout pour l'Afrique, je ne voudrais pas rentrer dans les débats qui consistent à dire le Rwanda n'avait pas le droit parce que c'est un régime dictatorial. Ce n'est pas mon débat. Mon débat, c'est que nous avons maintenant une nouvelle secrétaire générale, nous nous tournons vers l'avenir, quelles sont les actions qui vont être menées, qu'est-ce qui va être réalisé, et là-dessus, je pense qu'il y a un défi pour les Africains qui est ressorti du discours de la nouvelle secrétaire générale, mais aussi du discours du président français, qui consiste à dire nous ne sommes plus là pour vous donner des leçons à travers la francophonie, des leçons de démocratie, des leçons de droits de l'homme. Moi, je l'entends en tant qu'Africain, voilà, nous sommes dorénavant comptables nous-mêmes des valeurs qui doivent triompher sur notre continent, et j'ai déjà dit autour de cette table, que la liberté, la dignité et les droits de l'homme, c'est pas seulement des revendications des Européens. Nous avons besoin aussi de liberté et de dignité. Ce sont les revendications de la modernité. Hein. Je veux dire, si on veut construire des États modernes, c'est vrai que nous n'avons pas besoin d'attendre la francophonie pour promouvoir ces valeurs-là, ces valeurs qui, de mon point de vue, sont indissociables du développement économique. Bon, souvent on nous montre l'exemple de la Chine qui s'est développée sans démocratie, ça c'est un autre débat. Mais en revanche, là où je voulais revenir, c'est vrai que vous avez touché un point essentiel sur la personne de Michaël Jean, c'est-à-dire son histoire n'a pas toujours reflété sa manière de gérer la francophonie. Je suis désolé. Mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un issu d'un pays extrêmement pauvre, lorsqu'on voit les dépenses qui ont été engagées pour son propre confort, on ne peut pas prendre ça comme exemple. Je crois que, d'ailleurs, c'est tout le débat qui est souvent mené dans les pays africains, à savoir la gouvernance. S'il vous plaît, nous partageons les valeurs de fond, nous partageons... Point de fond, c'est que je veux dire, nous partageons la grille d'analyse. Mais c'est vrai également pour la notion de gouvernance. C'est la gouvernance. C'est que je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Celui de la gouvernance. J'ai décidé de ne pas aller sur ce terrain-là parce qu'il s'agit d'un procès qui est instruit sans défense. Nous n'avons pas. Ce sont des choses qui sont reprochées à Michaël Jean. Je veux bien. Rien n'a été reproché. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas écouté tous les discours, quel qu'il soit Macron ou les autres, qui ont remercié Madame Jean. Il n'y a pas besoin de discours. Ils n'ont pas critiqué, ils ont salué l'action de Madame Jean, et Madame Jean a été sacrifiée pour des raisons géopolitique et ce que je voulais dire. Moi, ce que je veux dire une chose, madame, juste une chose. Depuis le débat, quand vous regardez, est-ce que madame Louise Mushikiwabo a présenté un programme? On n'a pas choisi les gens sur des programmes, sur des actions à mener. Je ne l'ai pas dit. Non, attendez. On ne dit pas que Madame Jean a fait que continuer le programme que Abdou Diouf a tracé. Aujourd'hui, Madame Louise Mushikiwabo va continuer des programmes. Et de deux, le poste de secrétaire général est symbolique. Tout est décidé par les chefs d'État et de gouvernement. Je voulais dire quelque chose. Au sein de la francophonie, il y a
des organisations d'audit qui ont audité. Absolument, voilà. on est d'accord. Tout est bien. Ne dites pas que Mme Jean a péché, donc on l'a fait partir parce qu'elle n'a mal géré. Non. Zahra, je voulais dire quelque chose tout à l'heure qui, à mes yeux, est plus fondamental que tous les débats que nous avons. Moi, ma lecture de ce qui vient de se passer, c'est que la francophonie est devenue une organisation internationale banale comme les autres. C'est que nous avons une organisation qui a été créée d'abord pour porter ce qu'il y a de commun autour de la langue et autour de la culture. Les États qui ont le français en commun et qui ont une culture et des valeurs en commun. Nous avons assisté pendant des années, pendant des décennies, à une évolution, je n'ai pas dit dérive, mais je ne suis pas loin de le penser, de cette organisation qui consistait en fait à être une organisation attrape-tout. Organisation avec des enjeux économiques, il intervient dans le domaine économique, il intervient dans le domaine sécuritaire, il intervient à peu près partout. Et sa particularité consistait, sous Abdou Diouf et sous Michaël Jean, à ce qu'il s'occupait des mêmes matières que d'autres organisations, mais avec, par derrière, des valeurs qui étaient des valeurs phares qui portaient en fait ça. Et aujourd'hui, en réalité, tout ce qui vient de se passer, c'est simplement une organisation qui, comme les autres, va maintenant traiter de politique, d'enjeux stratégiques, etc. mais sans plus de valeur derrière. Absolument. Voilà. Pas seulement politique. En fait, moi, je crois que c'est une organisation qui évolue, devient une organisation comme les autres. Et seulement, aussi Emmanuel Macron, par le fait qu'on a accepté le Qatar, l'Irlande qui veut adhérer, l'Arabie Saoudite qui veut adhérer. Alors, finalement, le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour l'instant, c'est... Non, le Qatar fait quand même observateur. Oui, l'Arabie Saoudite a été écartée parce que ça c'est le comble. Si l'Arabie Saoudite adhère à la francophonie, c'est qu'il fallait enterrer cette institution. Parce que la veille, ils sont en train de découper un journaliste et ils sont en train de décapiter des activistes et des militants des droits de l'homme. Donc voilà, c'est là où j'ai dit que quand on lit la déclaration de Bamako de la francophonie, c'est ça, c'est la feuille de route de la francophonie. Tout est écrit et les fondations, les 5 piliers de la francophonie, c'était ça. Les libertés, la démocratie, la bonne gouvernance, la promotion de la langue française. Voilà. Donc, si les piliers de la francophonie étaient cela, eh bien, on va toujours se référer par rapport à ces piliers. Et alors, la voie que la francophonie est en train de prendre, eh bien, ce n'est plus cela. Et quand on regarde aussi les chefs d'État africains qui ne respectent pas ou qui bafouent toutes ces valeurs-là, alors là, je ne vous dis pas. Alors, quid quand même des enjeux spécifiques à l'Afrique, Marc Mvebekale? Quid des enjeux spécifiques à l'Afrique? Parce que ce qu'il faut également voir derrière comment les enjeux qu'on vient de souligner, c'est quoi? C'est que je voulais aborder la question de la contribution pour le maintien de l'existence de cette grande organisation. Je vais dire la contribution financière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche par exemple? Enfin, on ne le reproche pas, qu'est-ce qu'on souligne? On dit que la France se sert de la francophonie pour son rayonnement personnel. Pour étendre son influence. Absolument, pour étendre son influence. Et ça, c'est lié à quoi? C'est quand même lié aussi à sa participation financière, à sa contribution. Pas forcément. À partir de l'instant, non, pas forcément, mais toujours est-il que lorsque vous mettez de l'argent, énormément d'argent. Vous voyez, par exemple, le Canada fait exactement la même chose que la France. Bien sûr, et du coup, mais ce sont les 2 plus grands contributeurs. C'est pas de la francophonie, ça on le sait. Ne pensez pas que la francophonie n'est pas la propriété des Africains. On ne va pas. Non, ça ne l'est pas. De toute façon, alors je crois qu'il y a les deux dernières candidatures. On a quand même vu que même Michaël Jean a été énorement poussé par François Hollande. Non. Ça on le sait. Énormément poussé. François Hollande n'a pas voté parce qu'il a déclaré que s'il y avait un candidat africain, il aurait pu voter. Il a dit François Hollande à Dakar. Alors on continue le débat. Il y a ce qu'on déclare, il y a comment les sous-entendus des... non, mais alors là où effectivement je n'avais pas terminé sur ce point, ce que je voulais juste dire c'est ça, c'est-à-dire que il y a là, les Africains doivent également prendre conscience de cela, à savoir que la France n'a pas mis tout ça, ne pousse pas tout cela juste vraiment pour la promotion, la pure promotion des valeurs. Il y a absolument aussi des calculs politiques derrière. Le rayonnement et les enjeux, la dynamique derrière. Alors, on continue d'en parler, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.